Pourquoi est-ce que je n'aime pas les parcs solaires en pleine nature, par exemple dans les Alpes? Parce que ça dénature la nature, ça artificialise la nature. C- pour la nature, c'est justement ce que nous n'avons pas fait, qui par ailleurs nous a fait, puisque nous émergeons nous-mêmes de la nature, les êtres humains, mais nous, en tout cas, nous n'avons pas fait la nature, et on dit qu'un site est d'autant plus naturel qui a eu moins d'intervention humaine. Donc l'idéal, ce serait évidemment une nature complètement sauvage. En Suisse, c'est très difficile à trouver, mais il y a des natures plus ou moins naturelles, disons. Par exemple, cette forêt, elle n'est pas complètement naturelle. Il y a évidemment les bûcherons qui passent, qui coupent des arbres de temps en temps, mais c'est beaucoup plus naturel qu'un parking, par exemple. Et c'est même aussi beaucoup plus naturel que ce genre de forêt qu'on voit euh, en France, où ça a été une surface entière de la forêt a été coupée, puis après ça a été replanté, les arbres ont été replantés par rangées. Donc on voit comme ça une rangée d'arbres, une deuxième rangée d'arbres, et ça c'est complètement artificiel. Tandis qu'ici c'est la forêt est gérée d'une façon qui minimise l'empreinte humaine. Donc cette forêt est plus naturelle qu'elle serait si elle était gérée à la française. Et eh bien oui, quand on n'a pas accès à une nature complètement sauvage, eh bien il faut se contenter d'une nature aussi sauvage que possible, et on peut pas snobber le moindre site, même s'il est pas complètement sauvage. Mais il s'agit de préserver, d'empêcher que ces sites soient artificialisés, comme ces parcs solaires qu'on met dans les alpages. Alors les alpages, c'est pas c'est pas de la nature complètement sauvage, mais effectivement que si on met des parcs solaires sur les alpages, eh bien on les artificialise, on peut dire qu'on industrialise ces alpages. Et, et pourquoi est-ce que c'est si important d'être en contact avec cette nature qui se caractérise par le fait qu'elle suit sa propre dynamique autant que possible, disons, qu'elle est, euh, qu'elle est aussi peu que possible touchée par l'empreinte humaine. Alors, bon, je crois qu'il y a un premier niveau, c'est simplement la beauté. On trouve cette nature, en tout cas je trouve, et je crois que je suis pas le seul, cette nature extrêmement belle. Et, mais ça va au-delà de ça. Ça va, c'est plus une question de se ressourcer dans la nature, indépendamment ou en plus de sa beauté, de rentrer en contact avec cette nature aussi naturelle que possible, de s'immerger régulièrement dans cette nature et de ravifier ce qui se passe en fait quand on se met dans la nature comme ça, c'est de ravifier la nature qui est en nous-mêmes. Et, sinon, dépérit quand on reste toujours dans la civilisation. Et ça se passe de façon assez automatique, disons, quand on est simplement dans la nature, probablement. Je connais pas le détail des processus, mais très probablement, nos yeux voient différemment, on respire différemment, donc on est différemment dans la nature, mais on voit plus loin, alors que souvent quand on est, disons, dans un bâtiment, notre vue est bloquée, euh, porte le plus souvent sur des distances qui sont pas trop lointaines. Donc on fait aussi un effort physique, et c'est aussi quelque chose de différent. Donc il y a des tas de processus que je connais pas et que au fond j'ai pas besoin de connaître, mais que j'imagine qui font qu'automatiquement après quelques heures dans la nature, on se sent différemment. Mais il y a aussi
même si cette présence purement physique dans la nature est en soi importante, il y a aussi d'y être aussi avec son esprit, c'est-à-dire de pas charrier trop de civilisation avec soi quand on vient dans la nature. Et mon expérience, c'est qu'en principe, ben, quand je marche, par exemple, je monte une montagne, ben, au début, je pense à ce qui s'est passé dans la journée, la veille, aux problèmes que je dois résoudre dans la société, euh, dans mon contact, disons, avec les autres êtres humains. Et puis, ben, peu à peu, ça peut prendre une heure ou deux, peu à peu, je m'extrais de ça, je m'extrais aussi même de, il y a moins de mots qui me viennent dans la tête, au lieu d'avoir une sorte de radio, qui est quelque chose, une sorte de discours intérieur continu, plus de l'observation et du contact avec la nature, et puis charrier de moins en moins, disons, de civilisation avec soi, et donc pouvoir entrer en contact, non seulement physiquement, ce qui est déjà probablement très utile, mais aussi plus véritablement avec la nature. Disons, si vous êtes dans la nature et vous pensez constamment à des histoires qui se passent en ville, c'est comme si vous discutez avec quelqu'un puis vous regardez toutes les 3 secondes votre téléphone portable, disons. Vous n'êtes pas vraiment en contact avec la personne en question. Donc voilà, donc c'est ça. Et un bénéfice, disons, c'est oui, de faire revivre la nature qu'on a en soi. Disons, l'image que j'utilise, c'est de dire c'est comme une braise refroidie là qui commence à plus trop rougeoyer, et puis vous la ramenez vers le centre du foyer pendant un moment, et puis elle rougit à nouveau. Et bon, après, vous pouvez rentrer dans la civilisation, mais il en reste quelque chose. Il reste quelque chose, pas juste le bronzage, mais il reste quelque chose au niveau de plus intérieur. Mais ça reste pas toujours. C'est un peu comme le bronzage, ça dépérit au bout d'un moment. Et c'est pour ça que c'est important de revenir régulièrement dans une nature aussi sauvage que possible. Et, hum, et puis c'est aussi pour moi une façon de remettre, au fond, de recalibrer la boussole, là, de revérifier que le nord donne bien toujours le nord sur ma boussole personnelle. Et parce que j'ai juste un peu l'impression que la boussole se déboussole un petit peu, perd un peu son orientation quand elle reste trop longtemps dans la civilisation. Donc, et c'est très important évidemment d'avoir sa boussole personnelle qui montre bien le nord, qui soit bien orientée. Et sinon, ben, on se retrouve à devoir reprendre la boussole de la société. Et puis c'est une boussole alors vraiment très déboussolée qui a vraiment perdu le nord. Il y a une sorte oui, d'épidémie, de folie collective au niveau de la société. C'est probablement un peu compliqué à décrire cette folie collective. Probablement, la, disons, une manifestation, c'est cette façon de toujours vouloir consommer plus, comme si ça rendait plus heureux. Mais en fait, c'est pas consommer plus, c'est pas le sens de la vie, et puis ça rend pas nécessairement plus heureux. C'est clair qu'il faut ben, qu'on a besoin d'un certain minimum, et que c'est même bien d'aller au-dessus de ce minimum, mais à partir d'un certain seuil, ça rapporte plus grand-chose d'avoir davantage. Donc, mais par contre, il y a une sorte de course à l'armement, disons, une sorte de dynamique qui fait que les gens sont poussés à soit vouloir toujours plus, soit même s'ils le veulent pas, même s'ils n'ont pas intégré ou adopté l'idéologie ambiante. Et il y a certainement un peu des mêmes phénomènes qu'il y a dans les courses à l'armement entre pays, où simplement vous êtes obligé de le faire parce que l'autre le fait, et tout le monde est obligé de le faire parce que tous les autres le font. Et il y a une sorte de dynamique, il y a une sorte
de système économique qui a sa dynamique propre, dans lequel les humains sont de plus en plus des rouages. Et la nature aussi devient de plus en plus un rouage de cette mécanique économique qui s'étend, bah, déjà, géographiquement, c'est-à-dire que il y avait dans le temps, il y avait des villages séparés les uns des autres par des grands espaces verts. Et puis, ben, maintenant, ces villages ont grandi, et puis souvent ils se sont déjà rejoints, ou bien on voit qu'ils vont bientôt se rejoindre, et puis une fois rejoints, ça va s'étaler dans la périphérie. Donc, il y a une sorte d'extension géographique de de ce système économique, disons, ou de cette présence économique. Mais il y a aussi une extension, j'ai l'impression, dans le type d'activité qui est soumis à l'économie. Il y a de plus en plus de choses qui entrent dans le marché, qui n'étaient pas forcément dans le marché avant. Et, et bon, ce que je dis là, ça peut vite passer pour une sorte de discours anticapitaliste. Mais je suis pas du tout en train de dire que, par exemple, le communisme serait mieux que le capitalisme. Au contraire, disons, pour ce qui est d'apporter le bien-être matériel, c'était l'expérience a montré que c'était moins bon, ça détruisait plus la nature. Et puis en ce qui concerne les libertés, c'est très catastrophique. Donc c'est pas du tout, je suis pas en train du tout de faire un discours anticapitaliste primaire, mais il reste vrai que le système a une certaine dynamique qui nous échappe et qui va dans un sens droit dans le mur, ou en tout cas va dans une direction qui n'est pas forcément dans l'intérêt des humains. Donc c'est important de pouvoir prendre un recul par rapport à ce système, de ne pas être constamment immergé dans ce système, à la fois physiquement, c'est-à-dire on est dans des bâtiments, ou on est sur des routes, ou bien enfin, on est toujours dans un environnement construit. Donc, de ne pas être constamment immergé dans ce système physiquement, mais aussi de pouvoir faire un pas en arrière, euh, voir les choses d'un peu plus loin, voir les choses d'ailleurs, euh, prendre de la distance, disons, pour mieux voir simplement, pour mieux voir la civilisation, de temps en temps prendre de la distance. Et là, je suis dans un bois à côté de chez moi, et je prends beaucoup plus de distance que si j'allais dans une ville à l'autre bout du monde. Cette nécessité d'un contact régulier avec une nature aussi naturelle que possible, donc c'est-à-dire aussi peu transformée par les humains que possible, c'est quelque chose que j'entends de moins en moins. Disons, il y a des gens qui en parlent, mais on en entend parler de moins en moins. Quand, quand les gens disent, par exemple, qu'ils sont contre, je sais pas, des barrages ou des parcs solaires alpins. Très souvent, ils disent pour préserver la biodiversité, par exemple. Et, et ça, c'est assez différent de ce que je dis. Parce que si on me démontrait que, par exemple, ces parcs solaires alpins augmentent la biodiversité, ce qui est pas, bon, je suis pas biologiste, donc je sais pas vraiment, mais c'est pas complètement impossible, parce que bah, ça fait des zones d'ombre. Peut-être que ça permet à d'autres espèces je sais pas, d'insectes de vivre aussi à ces endroits-là, et peut-être que ça augmente la biodiversité, j'en sais rien. Mais même si on me démontrait que ces parcs solaires alpins augmentent la biodiversité, je serais toujours contre, parce que la raison que je suis contre, c'est pas parce que ça fait baisser, ou ça ferait baisser la biodiversité, c'est parce que ça artificialise la nature, ça dénature la nature. Et je vois beaucoup d'accent qui est mis sur la biodiversité, aussi sur le climat, mais il me semble qu'on oublie complètement l'aspect dont je parle aujourd'hui dans cette vidéo, ou qu'on l'oublie beaucoup trop souvent.
Et j'ai l'impression que, ben, pourquoi est-ce qu'on l'oublie? Et j'ai l'impression que d'une part, cet amour de la nature aussi sauvage que possible, bah, c'est quelque chose de très énergisant, c'est quelque chose de très ressourçant, quelque chose de génial, mais c'est aussi quelque chose d'assez douloureux chaque fois que ben, qu'on voit la nature détruite. Et, euh, et donc là, il y a quand même quelque chose à gérer. Comment dans la vie quotidienne on gère le fait que ben, là où vous êtes, c'était là où il y avait de la nature avant, et puis cette nature, elle a même souvent été détruite assez récemment. Peut-être que vous vous souvenez déjà de quand il y avait des prés à un endroit où il y a maintenant des parkings, etc. Donc il y a quelque chose d'un peu douloureux, enfin de certainement douloureux à gérer. Et alors comment le gérer? Ben, je sais pas, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est possible que ce qu'il faut, c'est un peu refouler, disons, dans la vie quotidienne, pas constamment penser à toutes ces destructions de la nature, disons. Se focaliser sur d'autres choses. Et, et ce refoulement, bah, c'est un mécanisme de protection, mais ça peut être utile, peut-être c'est nécessaire. Mais c'est une protection qui devient très néfaste si elle est poussée trop loin. Et il faut notamment pas refouler le fait que on refoule. Disons, il faut être conscient du fait qu'on est en train de se dire bon voilà, je vais pas trop me concentrer sur la destruction de la nature et et pas oublier que qu'on est en train de faire ça, parce que sinon on commence à perdre contact avec la réalité et aussi à avoir oui à plus pouvoir s'orienter. Donc être conscient de ça, aussi de périodiquement quand même prendre en compte, réaliser, observer cette destruction de la nature. Il est particulièrement important de sortir de ce mode de refoulement quand il s'agit de décider quoi voter lors d'une votation populaire sur une loi en lien avec la protection de la nature. Dans ce cas-là, c'est crucial de prendre pleinement en compte le coût de la destruction de la nature ou de son artificialisation. Et puis, deuxièmement, d'examiner de façon approfondie s'il y aurait d'autres alternatives qui seraient moins néfastes pour la nature. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le mode, bon, bah, je veux pas le savoir. Disons, cette nature détruite, justement, pas parce qu'ils s'en fichent à la base, mais peut-être au contraire, justement parce qu'ils s'en fichent pas du tout. Mais que ça, à certains points, devient très douloureux et ils trouvent pas vraiment une autre façon de gérer. Donc voilà, ça peut être une explication pourquoi euh, cette nécessité de contact avec une nature aussi sauvage que possible a tendance à disparaître, disons, ou à s'affaiblir. D'autres raisons peuvent être plus idéologiques. Et, Et je vois par exemple que bah, il y a tous ceux qui sont très centrés sur le PIB, donc ils sont très centrés sur ce qu'on produit, le produire, le consommer. Et puis bah, c'est souvent des partis de la droite libérale. Et, et ce qu'ils oublient, c'est ce qu'on produit pas. Alors ils y pensent, s'ils sont un tout petit peu intelligents, ils y pensent quand même quand ce qu'on produit pas entre dans le système de production. Donc je pense particulièrement aux matières premières, ou bien ils peuvent penser même au paysage si ça intervient pour le tourisme. Donc dès que ça intervient dans le PIB, ça commence à avoir une certaine valeur, mais sinon pas. Et donc voilà, ils voient une chute d'eau, ils se disent cette chute d'eau, c'est horrible, c'est un horrible gaspillage. On pourrait la détourner dans une conduite, la faire passer par une turbine, et puis elle nous ferait cette électricité dont nous avons si urgemment besoin. Et sans voir que cette chute d'eau peut nous apporter quelque chose, disons une énergie
d'un autre type si si on va la contempler, si on entre en contact avec cette chute d'eau. Et que c'est finalement une utilisation assez mauvaise de tout ce que peut offrir cette chute d'eau que simplement de la mettre dans un tuyau pour, pour faire de l'électricité. Surtout, bah, si on en a absolument besoin de cette électricité, il faut voir ce qu'on fait avec cette électricité, mais surtout si en fait on gaspille un tiers de notre électricité, ou bien si on pourrait produire cette électricité autrement, par exemple en mettant des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou bien sur les infrastructures. Donc, par exemple, pourquoi mettre des parcs solaires dans les alpages quand il y a encore beaucoup de grands toits sur les villes de la plaine du Rhône en Valais qui n'ont pas de panneaux solaires et où il n'y a pas de brouillard en hiver et puis où il n'y a pas tellement de neige qui tombe en hiver, c'est à 500, un peu plus de 500 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup de neige qui tombe à cette altitude-là et qui recouvre pas tellement de neige qui recouvre durablement ces panneaux en hiver. Donc il y a des alternatives. Donc surtout quand il y a des alternatives, pourquoi détruire pourquoi détruire la nature? Et puis je dirais, pour parler comme un économiste, je dirais que prendre une chute d'eau et de la mettre dans une conduite pour la turbiner, c'est pas forcément une utilisation efficiente de cette chute d'eau. Et que la laisser comme elle est, ça pourrait être une utilisation plus efficiente. Euh, donc voilà, donc il y a tout un aspect idéologique qui est ce centrage sur le PIB et un peu de l'oubli disons, du bien-être des gens directement plutôt que juste penser au PIB, penser au bien-être des gens et de ce qu'ils peuvent tirer de la nature autrement qu'en la détruisant, mais plutôt en la contemplant et en la respectant et en entrant en contact avec elle. Et une autre idéologie, cette fois plutôt peut-être à gauche, mais pas seulement, qui peut s'opposer aussi à ce souci de protéger la nature, c'est le progressisme. Alors, pourquoi? Parce que le progressisme, c'est le progrès. Donc le progrès, c'est de changer les choses, et puis d'avoir une forêt qui reste toujours comme elle est. Bah, ça, c'est pas du progrès. Ça rentre pas vraiment dans l'ADN des progressistes. Alors j'imagine bien qu'il y a des gens intelligents qui se disent le point, c'est pas on va être conservateur et on conserve tout, ou bien on est progressiste et on veut changer tout, mais que le point central, c'est justement de voir qu'est-ce que c'est qui doit être changé, et de le changer dans la bonne direction, et de voir qu'est-ce que c'est qui doit être conservé, et de veiller à le conserver. Et que c'est vraiment de distinguer ces deux choses qui est disons là où il faut réfléchir, et que juste dire on est conservateur, on conserve tout, ou bien, bon, ça, il y en a plus tellement parce que la société évolue tellement vite que les conservateurs, on conserve tout, ils ont beaucoup perdu depuis longtemps, mais ça s'est transformé plutôt on essaie de freiner le progrès simplement, mais les conservateurs. Donc, mais du point de vue des progressistes, là, disons le progressisme, euh, bah, vraiment, c'est l'idéologie un peu de notre civilisation. Et, et les choses progressent dans tous les domaines. Et je peux très bien imaginer qu'il y ait des gens qui, simplement une fois qu'ils ont le logiciel progressiste dans la tête, ben, préserver la nature, ça correspond pas vraiment. Alors ça peut correspondre un peu si parce que des fois pour conserver la nature, il faut changer quelque chose dans la société. Alors oui, là il y a un aspect progressiste dans la société. Donc comme raison de changer quelque chose dans la société, ça peut intéresser les progressistes, mais en soi, je crains qu'il y en ait beaucoup qui ont une objection de principe contre la nature, qui n'aiment pas la nature en fait, je disais j'aime cette nature qui se caractérise par le fait que nous ne l'avons pas faite. Et je crois qu'il y a des gens qui détestent en fait la nature justement parce qu'on l'a pas faite, parce que on la fait pas progresser, disons. Et
Donc voilà, bon, ça c'est des raisonnements un peu hypothétiques. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez vous-même. Vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo si vous le désirez. Je serais très intéressé à les lire. Mais, mais voilà, donc il y a probablement aussi au niveau idéologique des choses qui s'opposent à aimer la nature, à essayer de la préserver. Et ces préservations de la nature, elles trouvent un moyen de s'exprimer uniquement euh, quand ça risquerait de faire une menace, mais pas une menace pour les humains, mais une menace disons, très directe et matérielle, disons. Euh, Par exemple, le changement climatique. Donc là, on arrive encore à comprendre qu'il faudrait faire quelque chose, ou bien la biodiversité, on se dit oui, bon, cette biodiversité, elle nous produit quand même des services qu'on utilise. Ça, ça risque d'être problématique si on la perd. Mais par contre, ça a disparu de l'écran radar de beaucoup de gens. Euh, L'intérêt de la nature comme quelque chose que nous n'avons pas fait. Et, et donc il faut et donc un barrage, le lac d'un barrage, c'est pas la même chose qu'un lac naturel. Disons, il y a des gens, j'ai vu une émission récemment où quelqu'un disait, mais c'est irrationnel, ces gens qui disent, ouais, ce lac, il est pas beau parce que c'est le lac d'un barrage et c'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel. Et voilà, ben, j'espère que j'ai un petit peu expliquer à ceux qui pensent comme ça, donner quelques éléments d'explication pour comprendre pourquoi, pourquoi moi, quand je fais une balade en montagne, je suis toujours content de voir un lac naturel, mais par contre, ça m'intéresse pas de voir le lac d'un barrage. En tout cas, si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage à vous ressourcer régulièrement dans une nature aussi sauvage que possible.